Bienvenue au projet de balado-diffusion Ça jase dans le rang. Je me présente François Potvin, conseiller en développement agricole à la MRC de Maria-Chapdelaine. Et moi, c'est Mélissa Véro, je suis agricultrice et travailleuse sociale. Le projet de balado Ça jase dans le rang est une initiative de la MRC de Maria-Chapdelaine et pour arriver à bien dans cette aventure, nous nous sommes joints l'entreprise de Mélissa Véro. La vraie nature, service psychosocial. Donc, Ça jase dans le rang, c'est un moment qu'on prend pour parler, pour se parler. On aborde des sujets vécus par les producteurs et productrices. On essaie de proposer des stratégies, des façons de faire pour avancer, pour surmonter les petites difficultés. Bien évidemment, on n'a pas la solution à tout, mais l'important derrière l'idée de ce balado, c'est vous. Eh bien, je dirais que des conflits entre voisins, c'est plus ou moins. Moi, en tout cas, de ce que je veux dire, c'est ma vision, moins que quasiment dans le village. Tu sais, on cherche à s'entraider entre producteurs plus qu'à se piler ses pieds. Là-dessus, il n'y a pas tant d'enjeux, mais les enjeux familiaux, il y en a pas mal. Ça, c'est sûr que la période de printemps, été, automne, là, ma blonde, je la vois pas comme je la vois l'hiver, là. On se voit pas mal moins, on fait pas mal moins d'activités ensemble. Mais l'hiver, ben moi j'ai plus de temps, fait que je suis là tous les soirs, mais tu sais, je prends comme les 2-3 dernières semaines, là 3 semaines, il mouillait, fait que là, on se travaillait moins dans les champs, fait que j'étais là tous les soirs, mais depuis 2 semaines, là, je l'ai pas bien vu, c'est dans les derniers soirs. C'est sûr qu'elle trouve ça plus dur, puis c'est un enjeu, faut parler. La communication, autant de son bord que du mien est important, puis ça, on a appris ça ensemble, là, à grandir là-dedans, qu'il fallait se parler quand ça faisait plus, tu sais. Bonjour Mélissa. Bonjour François. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. J'ai bien fait ma leçon, hein? Tu as très bien appris, un bon élève. Hey Mélissa, es-tu de bonne humeur? Oui, quand même. Parce que tu nous amènes un sujet... Oui, aujourd'hui, là, je te propose un petit sujet chaud. Oh! Hein, tu sais, j'aime beaucoup, dans le fond, m'inspirer de, moi, ma vie comme productrice pour m'inspirer, en fait, les termes intéressants, selon moi, qui peuvent susciter l'intérêt de différents producteurs. À date, ça va bien. Ah, je pense que oui, hein? Puis aujourd'hui, je pense que j'en ai un bon. Hein? Je pense que les producteurs vont se sentir quand même interpellés et intéressés par ce sujet-là. C'est quasiment un sujet historique, là. On le met en place, là. ben c'est ça, hein? Fait que, tu sais, aujourd'hui, ce que je te propose, François, c'est qu'on parle, dans le fond, de conflit. Qu'on parle de conflit, puis d'entrée de jeu, la façon que j'ai été inspirée, c'est de parler des chicanes de clôture. Les fameuses chicanes de clôture. Écoute. Je pense que chaque producteur a des histoires de chicanes de clôture à raconter. Ah, historiquement, c'est pour ça que je te dis que ça a une connotation historique, parce que puis là, je me mets à penser, là, puis on voit des liens partout, puis c'est des grands-pères, puis c'est des... Il y a toujours une histoire attachée avec un ancien voisin. Exactement. Puis tu sais, là, les anciens règlements de, qui fait la clôture? Ouais. Hein? Que anciennement, tous les producteurs avaient chacun, dans le fond, leur lopin de terre avec leurs animaux qui allaient au pâturage. Fait que chacun faisait, dans le fond, sa partie. Puis là, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça fonctionnait par 7 arpents. C'était comme chacun avait une section de 7 arpents pour pas que ce soit tout le même producteur qui fasse les plus belles parties ou les moins belles parties. Okay. Fait que c'était comme, OK, moi, je fais 7 arpents, après, toi, tu fais l'autre section de 7, je refais 7, puis toi, t'en refais 7. Fait que c'était séparé comme en 4 parties, mais il y avait une alternance comme là-dedans. Okay. Fait que historiquement, c'est ce qu'on m'a expliqué. Est-ce que c'est encore comme ça au niveau des règlements? Je me rends compte qu'il y a beaucoup de flou aussi là-dedans parce qu'il existe encore beaucoup de chicanes de clôture, à savoir, est-ce que je suis responsable de faire la clôture malgré que je n'ai plus d'animaux qui sont au champ? Puis, est-ce que mon voisin, s'il y a des animaux, la responsabilité lui revient totalement? Qui s'occupe de quoi? Qu'est-ce qui arrive quand je vais avoir les animaux de mon voisin qui vont être en train de manger dans mes céréales que moi j'ai semées, mais pourtant, ce n'est pas mes animaux, ce sont les siens? Qui est responsable de quoi? Fait qu'aujourd'hui, mon objectif n'est pas de répondre à ces questions-là au niveau plus réglementaire, au niveau plus juridique, au niveau plus légal. C'est moins mon domaine, mais de voir plus au niveau de l'enjeu humain. Comment on gère ça, les humains? Oui, parce que derrière l'obligation, tu l'as dit tantôt, en arrière de ça, il y a des conflits qui se créent, puis on fait des blagues, mais ça n'est pas non plus. Là. Il y a des conflits qui sont restés après des années, puis qui se passent de génération en génération. Puis là, tu sais plus pourquoi tu haïs le voisin,
mais tu l'haïs parce que mon père l'haïssait, parce que mon grand-père l'haïssait, parce qu'ils se sont chicanés peut-être une fois, peut-être au lieu de faire 5 arpents, il en a fait 8, puis ainsi de suite. Là. Oui, exactement. Ça peut partir de loin. Fait que, puis plus, dans le fond, au niveau des conflits, plus il y a un historique, plus on a brûlé le sujet, plus le sujet devient un sujet difficile à régler. Oui, hein? Oui, donc, hein? On l'entend souvent des fois. Hein? Oui, il va y avoir de l'intensité, il va y avoir encore plus d'animosité qui va remonter quand il y a un historique qui est en lien avec une situation. Oui, puis là, je ne veux pas devancer le sujet, mais tu sais, même des fois, ça nous arrive. Hein? Quand tu te rends compte du pourquoi tu es fâché, tu te dis, voyons, comment ça se fait que je me suis fâché pour ça? Mais là, c'est l'orgueil qui embarque, puis tu veux pas te dire, excuse-moi, je me suis fâché pour rien, j'avais pas. Non. Tu restes fâché, puis. Oui, puis tu sais, tu nommes ça, puis tu sais, la notion, dans le fond, de chicane de clôture fait référence au territoire. Ouais. À quoi ça sert une clôture? Une clôture, ça sert à venir définir un territoire. Puis, en préparant le balado, je me suis fait la réflexion en tout cas, je repensais au niveau de l'impact, de l'importance de venir acquérir, dans le fond, du terrain, les grandes guerres qu'il y a eu au niveau du territoire. Tu sais, comment on a parlé, dans le fond, dans l'histoire, la majorité des guerres a été en fonction, dans le fond, de se battre pour savoir qui allait, dans le fond, posséder le territoire. Oui. Parce que l'humain va avoir une obsession pour posséder et venir, dans le fond, prendre... Conquérir, prendre quelque chose, posséder, pouvoir mettre comme sa marque, de dire « OK, ça m'appartient, ça, c'est chez nous. » Exactement. Fait qu'on l'a vu quand les premiers colons sont arrivés en Amérique, tu sais, il y a eu les enjeux pour les gros territoires, la guerre au niveau des plaines d'Abraham, tu sais, il y a eu, dans le fond, des guerres qui ont été historiques, mais il y a toujours quand même une zone de fragilité quand il est question de territoire. Donc, quand on parle aujourd'hui, dans le fond, de nos producteurs agricoles, chacun a son champ, a ses parcelles qui sont comme bien définies, puis la façon qu'on vient les définir, bien, c'est avec les clôtures. Mais moi, je fais le parallèle avec notre côté psychologique. Oui, c'est ça, parce que le territoire, il est physique, mais il est aussi psychologique. Là. Exactement. Pourquoi on veut mettre une clôture? C'est qu'on veut venir protéger notre terre. Pourquoi on veut mettre notre limite? Oui, on veut mettre notre limite. Mais pourquoi on veut protéger notre terre? C'est que notre terre, elle a une valeur. Quand on est un producteur, notre terre va être quelque chose qui va avoir énormément d'importance parce que c'est ce qui va me permettre de pouvoir habiter mon territoire, c'est ce qui va me permettre de faire, dans le fond, une culture, qui va me permettre de nourrir mes animaux, qui va pouvoir assurer dans le fond, ma survie, la survie, dans le fond, de mon entreprise, la survie de mes animaux. Donc, j'ai des responsabilités reliées à ça. Et je suis aussi très dépendant du territoire dont je possède. Donc, si je n'ai pas suffisamment de terre pour être capable de nourrir mon bétail, bien, je vais chercher à acquérir de nouvelles terres. Je vais avoir besoin, dans le fond, d'en louer ou je vais être obligé, dans le fond, d'acheter du foin ou quelque chose comme ça. Donc, la terre va être quelque chose qui va être, pour un agriculteur, intrinsèquement très, très fort. Ça va être beaucoup relié à son identité. Fait que, tu sais, c'est pour ça que quand il est question de chicane de clôture, de protéger un territoire, c'est qu'on a besoin de protéger quelque chose qui vaut cher, quelque chose qui a de la valeur. Et c'est la même chose pour nous, les humains, les individus. On a besoin d'utiliser, dans le fond, des limites pour venir protéger ce qui est important autour de soi. Ça veut dire que si moi, je sais que j'ai une valeur, que je sens qu'on me juge, je sens qu'on profite de moi, je sens qu'une personne va empiéter sur mon territoire, qu'elle va me juger sans avoir de raison valable pour le faire, ça va venir attaquer ma propre valeur personnelle. Donc, mon cerveau ne voudra pas vivre de rétrogradation, de vivre du rejet social, de se sentir jugé injustement. Donc, je vais travailler à venir installer ma clôture. Mm-hmm. Et cette clôture-là, comment je vais le faire? C'est que je vais devoir utiliser la colère pour venir installer, en fait, cette clôture-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est ce que je te propose un petit peu comme discussion, qu'on vienne jaser ensemble de comment, dans le fond, ça se vit au niveau des conflits. Est-ce qu'on devrait toujours travailler à régler nos conflits? C'est toujours la meilleure des solutions de dire, OK, il faut absolument que ça se règle, qu'il faut trouver une solution dans cette situation-là. Qu'on se pose la question, puis qu'on réfléchisse un peu à, OK, c'est quoi notre mode de fonctionnement quand on est nous-mêmes impliqués dans un conflit? Parce que c'est pas tous les individus qui vont réagir de la même façon quand ils vont être impliqués dans un conflit. Donc, c'est sûr que c'est un sujet de discussion qui peut être très, très...
qu'on pourrait élaborer et parler pendant des heures parce qu'au niveau du conflit, il y a plein de composantes dans un conflit. Il y a toutes sortes de facteurs qui vont contribuer à aider à résoudre un conflit, mais il y a des facteurs limitants qui vont aussi faire en sorte de maintenir un conflit. Donc, on va se poser, dans le fond, des grandes questions, puis on va comme effleurer le sujet, mais l'objectif, c'est vraiment qu'on en fasse une petite réflexion, puis qu'on puisse mettre dans notre balado notre petite contribution, que les gens puissent eux autres mêmes avoir cette réflexion-là et les amener peut-être à faire le prochain petit pas. Hein. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la notion de faire le prochain petit pas parce que quand on vit quelque chose, c'est important de continuer d'être en mouvement et de ne pas rester, dans le fond, stagnant où on est parce que souvent, c'est là qu'il va arriver le sentiment d'impuissance, qu'on n'a pas de contrôle. Et là, on va vivre de plus en plus d'émotions négatives et ça prend de plus en plus de place. Donc, si aujourd'hui, avec le balado, on peut permettre de faire quelques prises de conscience, puis de dire, OK, qu'est-ce qui fait que moi, je réagis comme ça là-dedans? Qu'est-ce que je pourrais faire? Bien, je pense on pourra dire mission accomplie là, pour notre mission d'aujourd'hui. Excellent. Allons-y. Parfait. Écoute, bien, première chose que j'ai le goût de te parler en lien avec les conflits, c'est qu'il existe en fait 3 types de communication. OK? 3 styles de communication. Puis là, je vous présente l'approche là, que j'ai prise, c'est celle de Pierrette Desrosiers là, qui nous présente les 3 styles de communication. Donc, elle, ce qu'elle nous présente, c'est qu'il y a un type qui est passif, un type qui est affirmatif et un type qui est agressif. Donc, qu'est-ce que c'est la personne qui va avoir une communication de type plus passive? Ça va être la personne qui va avoir une tendance à plus endurer les choses. C'est une personne qui va avoir moins tendance à s'exprimer. Généralement, je te dirais qu'avec les traits de personnalité-là, c'est souvent des personnes qui vont avoir un trait très agréable, qui vont vouloir, dans le fond, définir les relations en vivant le moins de conflits possible. Donc, ces personnes-là, parce qu'elles ne sont pas bien quand elles sont en conflit, vont souvent être des personnes qui vont éviter les situations de conflit. Donc, elles vont faire des compromis, elles vont essayer, dans le fond, de toujours essayer d'arranger les choses, ne voudront pas tomber dans de la confrontation, mais ça va faire en sorte que ces gens-là, ils vont avoir plus tendance à fuir un petit peu les situations de conflit. Donc, quand il y a quelque chose qui les dérange, se sentent un petit peu comme « qu'est-ce que je fais avec ça? » sont plus ou moins outillés parce que leur stratégie est plus un peu la fuite. Donc, c'est des gens qui vont éviter de prendre des risques. Donc, je te donne un exemple. Pierrette Desrosiers, l'exemple qu'elle nous donnait, c'est une grand-maman qui garde constamment, dans le fond, les petits-enfants. Elle les aime bien, ses petits-enfants, mais parce qu'elle privilégie les relations familiales, ne sera pas capable de dire à son fils ou à sa fille que ça ne lui adonne pas. Sauf que en même temps, elle, ça lui fait vivre une émotion négative parce que ça ne lui fait pas toujours plaisir de garder les enfants, mais elle n'est pas capable de dire non. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'on appelle le type un peu plus passif au niveau de la communication. On en voit, hein, juste à y penser, on en a en tête, là. Hein? Oui. Des gens qui... Tu sais, quelqu'un qui n'est jamais capable de dire non, là, c'est tout le temps oui pour tout, là, bien, cette personne-là va avoir besoin de travailler à être capable, justement, de savoir qu'elle aussi, elle a le droit d'avoir son opinion, d'être capable d'avoir son identité et de faire valoir, c'est ça, sa position. C'est comme la grand-maman elle n'a pas le goût de garder ses petits-enfants parce qu'elle aurait aimé ça, aller faire une activité, aller voir un spectacle, aller déjeuner avec ses amis pendant ce temps-là. Bien, elle a le droit de le faire. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un des styles au niveau, dans le fond, du style passif. L'autre style de communication, le style affirmatif. Fait que le style affirmatif, je te dirais que c'est peut-être le plus équilibré dans les 3. Donc, c'est un style qui est un peu plus constructif. Où est-ce que la personne va être capable de nommer, dans le fond, c'est quoi ses besoins, mais va être aussi capable de tenir compte des besoins de l'autre. Donc, on va avoir beaucoup plus l'aspect compromis là-dedans, d'être à l'écoute de l'autre personne, de détecter, mais en même temps, si la personne, ça ne lui convient pas, elle va être capable de le nommer pour être capable de trouver une solution alternative pour que chacun puisse être capable de trouver son parti là, à travers ça. Donc, je te dirais que le côté affirmatif, c'est un côté où est-ce qu'on a intérêt à vouloir développer ce côté-là parce que c'est ce qui va permettre, en fait, de se sentir comme le mieux adapté dans les situations. Fait qu'on va être capable de tenir compte de l'autre tout en prenant soin, dans le fond, de soi à travers ça. Mais dépendamment des personnes avec qui on va être. Hein? Parce qu'il y a des gens avec qui on va avoir plus une tendance à avoir un style de communication
passif parce que, par exemple, je suis dans une hiérarchie où est-ce que je suis inférieure. Si, par exemple, je suis avec mon patron ou je suis avec quelqu'un qui a une haute hiérarchie, qui est au-dessus de moi, mon père, quelqu'un qui est en autorité, ça va faire en sorte que peut-être que je vais avoir un style de communication qui va être plus passif, que je ne serai pas à l'aise devant cette personne-là. Mais par contre, quand je me retrouve devant une amie qui a un statut hiérarchique semblable au mien, que là, je vais être plus capable d'être affirmatif. Puis on va le voir avec ton troisième style, mais sûrement que ça doit avoir un lien. Tu vas peut-être être passif en fonction du style de personne qui est devant toi. Si, tu sais, ça sert à rien de s'obstiner, il ne comprend jamais rien. Fait que tu vas Oui, parce que, tu sais, le troisième type de communication, c'est le style agressif. Le style agressif ne veut pas nécessairement dire là, que la personne, elle est violente, mais c'est une personne qui, elle, va beaucoup être dans l'expression. Elle va revendiquer ses droits. Point sur la table, puis... Oui. Souvent, ça va être des personnes au niveau du trait de personnalité qui vont être assez sensibles aux émotions négatives, qui vont être assez anxieux, mais qui vont aussi avoir un trait d'être capable de s'exprimer. Donc, eux, ça va être des personnes qui vont être un peu extroverties. Donc, quand ils vivent quelque chose de négatif, ils vont le faire savoir. Fait qu'ils vont le revendiquer avec des mots, ils vont le revendiquer avec des gestes et ils vont le faire en revendiquant leurs droits. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas toujours prendre en considération les besoins de l'autre personne. Donc, c'est des gens qui, parce qu'ils sont très affirmatifs, mais tu sais, très... coloré aussi, que c'est puissant parce que souvent, ça va être teinté de beaucoup de colère. Ça va être quelque chose de très émotif. Ça va faire en sorte que, effectivement, si tu te retrouves en interaction avec une personne agressive, puis que toi, tu es dans un mode plus passif, probablement que toi, dans ton mode plus passif, tu vas comme obtempérer à la demande de l'autre personne. Donc, ça va faire en sorte que les personnes qui ont un mode de communication agressif vont souvent obtenir, dans le fond, qu'est-ce qu'elles souhaitent. Mm-hmm. Parce que ça va être un mode qui va être comme plus impressionnant. Donc, mais en même temps, c'est comme ça va avoir aussi des impacts. Parce que quand on interagit avec ces personnes-là, ça va avoir comme impact qu'on va être un peu plus méfiant. On va sentir que l'autre personne va pouvoir être très réactionnelle par rapport à ce qu'on va dire. Donc, on va devenir comme plus sur nos gardes. On va marcher sur des œufs. On va marcher sur des œufs. Puis c'est ça, on va être moins à l'aise avec ces personnes-là. Puis parce que l'autre personne va inspirer un peu là, ce style-là au niveau relationnel. OK. Donc, il y a une équation que je te propose pour qu'on puisse, dans le fond, se poser la question, quand est-ce que c'est le bon moment de venir régler un conflit avec quelqu'un? Est-ce qu'on devrait toujours faire en sorte de revenir sur une situation conflictuelle? Est-ce qu'on devrait toujours travailler à résoudre nos conflits? Je te pose la question, François. Toi, d'emblée, comme ça, là, qu'est-ce que tu aurais tendance à me répondre? Il me semble que oui, il faut toujours régler les conflits. Dans ma tête, c'est ça. C'est drôle que je peux même poser la question, je trouve ça drôle, mais à voir ta face puis ton sourire, j'ai comme l'impression que j'ai pas la bonne réponse. En fait, c'est que ça dépend. OK. C'est que ça dépend, puis c'est pour ça que je te pose la question, justement. Tu commences à me connaître, j'aime ça, te poser des petites questions pièges. C'est ça que je reconnais ton sourire aussi, là. Parce que ça amène la réflexion. C'est qu'on a des fortes croyances de penser qu'il faudrait travailler toujours à résoudre nos conflits. Le plus vite possible, en plus. Laissons pas traiter. Qu'est-ce qui traîne, ça salit. Vite, il faut régler ça. Oui, exactement. Mais ça ne veut pas dire que les deux personnes, ça leur tente. C'est ça. C'est qu'à quelque part, il faut toujours s'adapter en fonction de qui sont les deux personnes qui sont impliquées. Puis un conflit peut impliquer aussi plus de deux personnes. En effet. Et quelle est la nature du conflit et quelle est la relation entre ces personnes-là. Ouais. Donc, pour être capable de l'évaluer, il y a une équation que je vais vous présenter. Cette équation-là, c'est pas moi qui l'ai inventée. Elle vient de Guillaume Dulude, un docteur en neuropsychologie. Et lui, dans le fond, le ratio qu'il a démontré, c'est que pour juger la pertinence ou la difficulté de régler une situation, parce que je suis quand même d'accord avec toi qu'on aurait toujours intérêt à tenter le plus possible de venir résoudre nos situations. Parce que quand on est dans une situation conflictuelle, ça nous amène à vivre des émotions négatives et on doit prendre action. On doit prendre en charge quelque chose pour essayer, dans le fond, de venir rétablir la situation. Puis ça va contribuer à diminuer nos émotions négatives, diminuer notre anxiété, puis on va récupérer une partie de cette énergie-là pour pouvoir faire des choses qui sont importantes pour soi. Donc, on aura intérêt à régler nos conflits. Mais est-ce que c'est toujours possible de le faire? L'équation que je vais te parler, c'est une façon de venir réfléchir à quelles sont
les enjeux dans une relation et qu'est-ce que je dois prendre en compte avant de tenter quelque chose. Je dois faire cette réflexion-là. Donc, il y a 2 éléments comme principaux, deux facteurs majeurs sur lesquels je dois me questionner. Le premier est, quel est dans le fond l'enjeu de cette discussion-là que je dois avoir? C'est quoi l'enjeu du conflit? La raison du pourquoi on est en train de chicaner. Plus l'enjeu va être un sujet qui va être lourd, plus ce sera un sujet qui va avoir besoin d'être soutenu par un deuxième facteur qui va le succéder. Fait que je dois commencer par me poser comme question, la discussion que j'ai à avoir, elle pèse combien? On pourrait même, là, dans le fond, se l'illustrer en lui donnant une quantité, en s'imaginant un chiffre. Si, par exemple, je te parle des chicanes de clôture, puis que mon voisin, ses animaux viennent manger dans mon grain, puis ça fait des années que ça dure, puis c'est comme ça d'année en année, bien probablement que ça me pèse lourd sur les épaules. Puis juste de savoir que le printemps arrive, puis qu'il faut que j'aille faire, dans le fond, cette section de clôture-là qui m'appartient, juste ça, probablement que ça va me faire vivre des émotions négatives. Donc, la journée où les animaux sont chez nous, c'est sûr que c'est un sujet qui devient extrêmement lourd. Donc, ça me pèse sur les épaules. Si, par contre, je reprends une situation comme similaire, que j'ai un voisin qui, pour une première fois, ou quelqu'un de mon entourage qui passe par chez nous, puis qu'il y a de la visite le sait pas, puis elle passe, dans le fond, avec son 4 roues, mettons, dans ma bleuetière, sans rester dans les sentiers. Bon, mais si c'est la première fois que ça arrive, que ces personnes-là n'étaient pas sensibilisées, ça amènera pas le même niveau d'intensité. Donc, dépendamment de quel sera, dans le fond, le niveau d'émotion, comment ça va me faire vivre d'anxiété, le sujet du conflit, ça va avoir un impact sur la façon dont je vais l'aborder. Donc, ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur va être mon niveau de relation avec l'autre personne. OK. Donc, ma relation avec l'autre personne, est-ce qu'elle est solide? Oui. Est-ce que j'ai une relation suffisamment importante? Est-ce que la personne, c'est une personne que je connais depuis longtemps? Puis, si je la connais depuis longtemps, est-ce qu'elle a de la crédibilité? Est-ce que c'est une personne en qui j'ai confiance? Est-ce que c'est une personne que, au contraire, que c'est une personne dont je me méfie? Donc, tout ça va avoir un impact. Quelle est la nature de ma relation avec la personne? Mais il faut même aller plus loin que ça. C'est que ça ne dépendra pas seulement que de la relation avec l'autre personne en général, mais il faut que je me pose la question sur ma relation avec l'autre personne dans le moment présent. Je te donne l'exemple. Si, par exemple, François, tu as à avoir une discussion importante avec ta conjointe, puis vous avez eu un conflit la veille, fait qu'il y a déjà comme quelque chose qui s'est passé la veille sur un sujet, mais que là, il arrive une autre chose, puis que là, tu dois aborder un sujet important avec elle. Bien, le fait que si tu es déjà comme tu as eu un conflit avec ta conjointe, c'est peut-être ta relation va venir être fragilisée. Parce que dans le moment présent, même si ça fait plusieurs années que tu es en relation avec cette même personne-là, bien, dans le moment présent, la relation, elle est fragilisée. Oui. Donc, il y a plus de risques d'aborder un sujet difficile. Fait qu'il faut que je me pose la question, est-ce que dans le moment présent, je suis capable de supporter le sujet de la discussion avec mon niveau de relation présentement? Donc, si je reprends mon exemple, je vais donner un chiffre, OK? Si, par exemple, l'enjeu des vaches de mon voisin qui viennent manger dans mon grain me pèse 500 livres ses épaules, puis que mon voisin, que j'ai une relation conflictuelle avec lui, et puis que ma relation avec lui est à mettons, on est voisins, on se connaît, on sait qui on est, fait qu'on a un niveau de relation. Mais c'est pas un niveau de relation qui est fort, qui peut soutenir. Fait que, mettons que je dis, bon, ben ça vaut peut-être, mettons, 10 points. Exemple. Ben mon 10 points ne sera pas capable de soutenir le poids du sujet de discussion qui est très important. Okay, je comprends. Donc, pour être capable d'aborder un sujet difficile, je dois avoir minimalement un ratio de 1. Ça veut dire que si mon sujet difficile pèse 500 livres, je dois avoir une relation qui est assez forte, qui équivaut à ces 500 livres-là pour être capable minimalement de pouvoir aborder le sujet de discussion. Plus ma relation va être forte, plus je vais augmenter mes possibilités d'être capable d'aller vers une résolution au niveau du conflit. Tu veux dire, comme dans un cas comme ça, où
c'est un voisin que tu vois, il habite même pas là, tu le vois de temps en temps, il passe, fait que ta relation n'est pas là. Tu as une problématique qui revient à tous les ans. Le fait que tu n'aies pas une relation forte va nuire à la résolution du problème. Oui. Ça veut dire que, je te donne l'exemple, si je décide un bon matin puis de faire comme, OK, je vais aller voir mon voisin puis je vais aller jaser de ça parce que c'est assez, il faut que ça cesse puis on va essayer de trouver une entente, il y a de forts risques que ça ne vire pas bien. OK. Parce que c'est un sujet qui va être très émotif. C'est un sujet qui va toucher, en fait, à l'intégrité des gens. Puis, l'autre personne va avoir potentiellement le sentiment de se sentir attaquée. Donc, on va être dans une espèce de frein au niveau de la communication. Fait Puis même toi, tu risques d'y aller dans un mode, pas dans un mode de régler, tu vas y aller dans un mode de, là, c'est assez, là, c'est assez, là. Tu sais, on l'entend souvent, c'est vrai. Ouais. Là, c'est assez, ça a assez duré, j'y vais. Oui, exact. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment tu vas régler ça, mais là, tu y vas. Fait que là, c'est là que souvent qu'on l'échappe. Bien, tu sais, quand on a jasé dans les balados précédents, on a jasé dans le fond de la communication, puis on a particulièrement parlé des premières secondes d'une interaction, comment elles sont importantes. Puis que ce n'est pas pour être capable d'avoir une bonne communication, que ce n'est pas en fait le contenu qui est important. Ça va être tout le non-verbal qui va être en arrière de ça. Donc, c'est sûr que si moi, dans ma tête, je me suis préparée qu'il faut que je dise ça, puis ça, puis ça, puis ça à mon voisin et que j'arrive dans un état émotionnel où je suis centrée sur le contenu puis que je ne détecte pas que l'autre personne, présentement, n'est pas dans un système qu'elle est en ouverture pour me recevoir, que je ne prends pas le temps de faire mes premières interactions, peut-être que je ne prendrai pas le temps d'y faire « Allô », puis que j'attendrai pas sa réponse. Comment vas-tu? Tu comprends? Donc, probablement que je vais arriver, puis là, je vais dire, OK, là, je suis venu te voir, il faut qu'on se parle. OK, déjà là, je ne suis pas à l'écoute de l'autre personne, de comment elle, dans quelle position, comment elle est disposée. Tu lui dis, écoute-moi, j'ai de quoi te dire. Hein. Exactement. Fait que c'est sûr que dans des sujets comme ceux-là, c'est très, très délicat d'aborder une discussion avec une autre personne parce que le sujet, il est trop lourd. On pourrait s'imaginer que c'est comme si on a un pont entre les deux personnes et le pont est équivalent à la relation. Est-ce que l'information, la façon que je vais communiquer, mon pont va être capable de le soutenir? Si le sujet qui nous relie tous les deux est trop lourd, le pont va s'effondrer puis ça risque de ne pas fonctionner. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment comme important à savoir au niveau de la communication parce que c'est pour ça que ce n'est pas tous les conflits qu'on est capable de résoudre. Mais on en revient à, j'aime ta comparaison de système de pointage, là. Je suis pas dans mon ratio de 1. Je tombe en mode passif puis je vais dire, tant pis, j'irai se faire sortir ces vaches de mon grain quand ils seront là. Bien, c'est ça. C'est que là, il faut trouver d'autres stratégies. Okay. C'est que la stratégie ne passera pas nécessairement par une communication directe avec l'autre personne. Okay. Fait que, tu sais, une personne, comme tu nommes, qui serait dans le fond dans un style plus de communication passif, cette personne-là va vivre des impacts si elle n'apprend pas à être capable de mettre sa limite. Parce que si, dans le fond, toute sa récolte est saccagée parce que les animaux ont tout piétiné puis ont mangé, dans le fond, les céréales, bien, c'est sûr que l'autre personne, elle va ruminer puis elle va vivre des émotions négatives. Mais cette émotion négative-là, elle doit justement utiliser la colère pour être capable de venir mettre sa limite. Fait que même si je suis dans un style de communication plus passif, je dois être capable de mettre ma limite pour faire respecter les choses qui sont importantes pour moi. Mais ça veut dire que, est-ce que l'instance, le moyen de transport que je vais prendre pour venir régler le conflit sera une communication directement 1 à 1? Peut-être pas. Puis c'est là-dessus où est-ce qu'il faut être capable de se trouver, dans le fond, d'autres alternatives. Fait que tantôt, on a parlé, à la blague, du côté législatif, du côté, de faire intervenir une tierce personne, d'utiliser le côté législatif, ça peut être des bonnes stratégies. Tu sais, c'est pour ça que les tribunaux existent aussi, parce que quand on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente entre les parties, il faut quand même que les choses puissent trouver, dans le fond, un côté de justice. Donc, on peut utiliser à ce moment-là les instances décisionnelles pour être capable de nous accompagner là, dans des situations comme celle-là. Puis pour reprendre ta comparaison initiale de clôture, le Code civil a instauré les plus vieux vont s'en rappeler, là, l'inspecteur agraire, qui, une de ses tâches principales était de gérer les conflits de clôture. Fait que c'est pas nouveau qu'il y ait une troisième personne impliquée dans les histoires. Là. Fait qu'aujourd'hui, on n'est plus là, mais je comprends que des fois, tu sais, puis on le sait, le conflit, tu le dis, là, on le dit, ça mène nulle part, il comprend rien.
ben, toi non plus, tu comprends. À quelque part, tu as de la misère un peu aussi à faire la part. Fait que c'est vrai que la tierce personne va souvent venir dénouer ou va venir diluer le vin des deux personnes. Oui. Oui. Bien, c'est parce que, tu sais, moi, ce que je suis en train de te nommer quand on parle de passivité, tu sais, je te dis, il faut que la personne apprenne à s'utiliser puis qu'elle apprenne, dans le fond, à utiliser la colère. Parce qu'une personne qui ne sera pas capable d'utiliser la colère ne sera pas capable de mettre ses limites, ne sera pas capable d'être affirmative. Puis des fois, cette personne-là va comme faire « Ben oui, mais j'essaye, puis j'y ai dit que je voulais pas puis que j'aimais pas ça. » Mais si elle n'est pas habitée par ce côté affirmatif-là, ça va donner une impression que ce n'est pas crédible. Donc, on va devoir travailler avec cette personne-là pour comme faire « OK, c'est important pour toi, donc voici comment tu dois faire pour affirmer. » Tu ne demandes pas de mettre une limite. Tu ne dis pas « Ben là, je vous demanderais que... » Non, c'est ça. Exact. Puis, tu sais, c'est la même chose dans la parentalité avec les parents. Quand tu es en position d'autorité, si tu as besoin, dans le fond, de mettre une règle, de mettre une limite, bien, tu sais, tu ne demandes pas la permission. Parce que si tu demandes la permission, automatiquement, tu perds une crédibilité. Donc, c'est une façon, dans le fond, de venir occuper son territoire puis de venir protéger quelque chose qui est important, qui est précieux. Et puis, dans la colère, ben, il faut aussi faire attention pour ne pas avoir les débordements de colère. Ouais. Parce que d'avoir un débordement de colère va avoir le même impact. Ça va venir, dans le fond, discréditer aussi l'intervention qu'on est en train de faire. Autant que pour avoir une limite, je dois utiliser ma colère, mais que si je suis, dans le fond, envahie par ma colère et que je deviens avec des comportements de violence, que je me mets à crier, que je suis désorganisée, ça va seulement être, dans le fond, comme le... Ça va venir dévoiler à l'intérieur de moi que je vis un sentiment d'impuissance. Donc, que je ne suis pas en contrôle de la situation. Donc, je vais venir à quelque part annuler mon côté affirmatif que j'essaie de faire en utilisant la colère, parce que la colère, si elle est trop exponentielle, ça s'annule. Fait que je dois utiliser ma colère, mais je dois être, dans le fond, en possession de mes moyens. Ma colère doit être une énergie que je vais utiliser comme levier pour faire comme, OK, c'est assez, je dois mettre une limite, mais je ne peux pas, ça ne me donne pas tous les droits de la mettre de n'importe quelle façon. On pourrait-tu dire que puis j'aime ce que j'entends, puis je l'apprends, parce que moi, dans ma tête à moi, la colère, c'est tout complètement négatif, il n'y a rien de positif à tirer de ça. Puis là, je comprends qu'il y aurait un certain positivisme à la colère. Fait que la colère pourrait nous servir, nous, pour... Tu sais, on pense au type passif, qui là, un jour, dit « OK, là c'est assez, prends sur toi, puis va y dire. » Fait que tu sais, la colère va devenir un outil personnel pour aller plus loin dans la communication. Oui, exactement. Okay. Puis elle va donner de la crédibilité aussi. Tu sais, je te dirais, là, mettons que deux actionnaires ont besoin, dans le fond, de venir définir une situation, que s'est passé quelque chose, que la personne s'est sentie lésée, mais que là, la personne est dans les pleurs, puis c'est comme, OK, je peux pas penser qu'elle pense ça de moi, puis là, on est dans les interprétations, mais c'est comme... Si présentement, ton émotion, c'est que j'ai de la peine, je suis déçue, c'est pas ça qui va te permettre de venir rétablir les choses. C'est que tu as besoin de venir défendre quelque chose et pour ça, c'est la colère qui va te permettre de le faire. Puis la colère, tu sais, si on regarde au niveau des animaux, c'est exactement ce que les animaux font. Si mon chien est en train de manger dans son bol, puis qu'il y a un autre chien qui arrive pour venir manger, il va probablement grogner, il va y montrer les dents, il va utiliser, dans le fond, la colère pour venir défendre un territoire, pour venir défendre ce qui lui appartient. Puis pourquoi? Parce que c'est une question de survie. Il a besoin de manger. Fait que l'humain, c'est la même chose. La colère a une fonction et la colère, elle est importante. On en a besoin dans nos vies. Elle est utile. C'est ce qui nous permet, en fait, de venir justement accomplir des choses importantes aussi, être capable de défoncer des barrières, d'être capable de s'affirmer, de s'imposer. Mais pour ça, il faut le faire de façon aussi bien ajustée, bien équilibrée et ne pas tomber dans les excès là, au niveau de la colère. Il faut garder notre respect dans notre colère. Ben c'est ça. C'est ça pareil. Exactement. Parce que si je ne respecte pas l'autre, là, je suis en train justement de m'invalider. Puis là, je suis en train de créer d'autres conséquences aussi. Puis là, tu tombes dans le modèle agressif. Ben, tu sais, mais agressif ne voulait pas dire violent. Mais si je suis un modèle, mettons que mon style de communication est agressif et que je suis très en colère, puis je m'en vais pour régler quelque chose avec quelqu'un, il y a beaucoup de risques que je me mette les pieds dans les plats et que je devienne avec des comportements violents et que là, les gens font comme, OK, cette personne-là, elle a juste comme pas de bon sens. Ouais. Elle n'est pas parlable. Ou si
tu arrives avec quelqu'un qui est aussi de type agressif, là, ça va escalader, la situation va escalader. Puis, Exactement. Ça va mal finir. Exactement. Fait que, tu sais, une des premières choses qu'on doit faire quand on sent qu'on est envahi par cette colère-là, quand je suis choquée, bien, première chose, c'est que c'est mon cerveau émotif qui va prendre le contrôle et puis je n'aurai plus accès à mon côté rationnel. Le côté rationnel, c'est ce qui nous permet, en fait, dans une communication, d'être capable d'utiliser notre jugement, d'être capable d'utiliser notre mémoire, d'avoir accès à notre argumentaire, d'avoir quelque chose qui fait du sens, qui se tient. Mais si, dans le fond, je suis trop en colère, je vais utiliser seulement que la partie émotive de mon cerveau, puis elle va avoir le dessus de mon cerveau rationnel et je ne serai pas capable de bien exprimer qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, une des choses les plus importantes, première chose, c'est qu'il faut se retirer. Okay. Si je suis trop en colère, je dois prendre un pas de recul. Si je m'aperçois que les animaux de mon voisin sont dans le champ présentement, c'est pas le bon moment pour dire « je m'en vais régler ça là ». Parce que mon émotion va faire en sorte que je n'aurai pas accès à mon cerveau rationnel, je vais avoir des réactions qui vont être émotives et je risque de me mettre les pieds dans les plats. Donc, je dois me poser comme question, pourquoi ça me met en colère? Qu'est-ce qui vient me chercher là-dedans? Donc, si je suis capable d'identifier c'est quoi la source qu'il y a en arrière de ça, bon, ben c'est que moi, j'ai travaillé pour ça, il y a du dur labeur qui est en arrière de ça, c'est mes récoltes qui sont mises en jeu. OK, je suis en train de construire mon rationnel pendant que je fais ça. Et la suite, c'est que je vais être capable, dans le fond, de trouver dans mes valeurs, c'est quoi qui m'a chaviré. C'est comme le respect du bien de l'autre, le respect du territoire, la question d'intégrité, la question de justice. OK, c'est toutes des valeurs qui vont faire en sorte que, OK, bon, ben ça m'a ébranlé, moi, ça, je suis pas capable, ça me déclenche. Fait que je réussis à me connaître. Je sais que les sources de conflits, souvent, vont être envenimées par tel type de valeurs qui vont être mis en question. Puis c'est pas les mêmes pour tout le monde. Ça, c'est clair. Puis une fois, dans le fond, que je suis capable comme de le nommer, bon, ben c'est là que quand je vais avoir, dans le fond, une interaction avec l'autre personne, je vais pouvoir lui dire. Je vais pouvoir utiliser, en fait, cette stratégie-là, ma compréhension de la situation pour lui dire, tu sais, moi, quand j'ai vu tes animaux qui étaient dans mon champ, ça m'a mis en colère parce que j'ai senti qu'on respectait pas mon bien. J'ai travaillé vraiment fort pour entretenir ma terre. Puis de voir que tes animaux sont là, j'ai comme senti qu'on ne respectait pas quelque chose qui était vraiment important pour moi. Fait que, tu sais, ça va me permettre, dans le fond, de venir mieux être capable d'exprimer ça va être quoi mon vécu. Mais pour ça, j'ai besoin de prendre le pas de recul. Oui. Puis d'amener l'autre personne. L'autre personne, comme tu dis, elle n'a pas la même compréhension de la situation. Là, c'est sûr que l'exemple est peut-être gros. Là. On s'entend que quand les animaux sont dans le grain, la situation n'est pas normale. Mais si on se prête à d'autres situations conflictuelles, ce qui est conflictuel ou ce qui n'est pas acceptable pour toi est peut-être acceptable pour l'autre. Puis peut-être que l'autre, lui, a envie des situations comme ça très bien. Fait que si tu n'es pas capable d'identifier qu'est-ce qui ne fait pas ton affaire, l'autre ne peut pas le comprendre, ne peut pas le saisir. Hein. Non, tu as totalement raison. Puis en fait, là, il existe plusieurs niveaux de conflit. Fait que, tu sais, je vais te les nommer, là, dans le fond, c'est quoi les différentes sources de conflit. Puis plus, dans le fond, on avance dans ce que je vais élaborer, plus, en fait, les conflits deviennent importants et deviennent chargés en émotions. C'est que les sources de conflit vont souvent être au niveau des faits. OK, il a dit ci, il a dit ça. OK, c'est quoi les faits? Qui a fait ci, qui a fait ça? Ça, c'est comme la base. OK, première étape. Ouais. Deuxième élément de source de conflit, les méthodes. OK, comment qu'on fait ça? Comment qu'on va faire pour définir, bon, mais c'est quoi qui est le plus important? C'est-tu, dans le fond, de faire telle modification de telle manière ou on le fait de telle manière? Ou, tu sais, exemple, juste nous autres, tantôt à la ferme, bon, il fallait déplacer des veaux. OK, comment on fait pour déplacer les veaux? On va-tu chercher le petit bobcat avec la cage de transport? Comme ça. Ou on prend le trailer avec le 4 roues? Ah, mais moi, je suis pas à l'aise de chauffer le bobcat. J'aime mieux le 4 roues avec le trailer. Ouais, mais non, mais moi, je trouve que l'autre va plus vite. Fait que, là, on est dans des méthodes de travail. On voit le modèle père-fils. Là. Puis je le vois, là, où ce que je me vois, puis ça m'est arrivé encore pas longtemps, là, carrément dans les méthodes où ce que je disais à mon fils, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Puis là, mon fils me regarde en voulant dire, je vais le faire à ma manière. Ça a pris 5 secondes, c'était fait. Ah, OK, c'est une bonne façon. Mm-hmm. Mais puis on en voit souvent, hein, des parents qui ont fait la façon de toute leur vie comme ça. Oui.
C'est pas parce que tu l'as fait toute ta vie comme ça que c'est la meilleure façon. Puis c'est pas que c'est pas une mauvaise façon, mais peut-être que l'autre personne, lui, aime mieux le faire d'une autre façon. Exactement. Oh, mais tu as vu, toi, tu as eu l'ouverture de faire comme, OK, bon, ben vas-y, je te regarde aller, puis on verra si ça marche. Puis ça a marché. Mais quand il y a de la résistance et qu'il y a de la rigidité, que c'est comme, non, on fait à ma manière, puis que l'autre tient son bout aussi, OK, là, il y a une escalade, fait qu'on se retrouve dans une situation de conflit. Ben, je vais être bien honnête avec toi. Quand je l'ai laissé aller, je souhaitais qu'il ne réussisse pas pour pouvoir lui donner une leçon. En tout cas, ça, on le coupe au montage. Hein? Mais c'est ça, hein, ça c'est... Puis en même temps, t'es pas anormal parce que c'est notre orgueil qui en mange un coup. Ouais. Parce que c'est comme, OK, tout le monde aime avoir raison. Tout le monde aime être capable, dans le fond, de garder son point et d'être capable de faire valoir. C'est des petites leçons d'humilité. Oui, puis tu sais, après, ça prend un petit peu de temps, mais après, tu es quand même content puis fier de voir tes enfants capables de réussir des choses aussi. Exactement. L'autre source de conflit qui va suivre, ça va être au niveau des rôles. Quand il y a une confusion des rôles. Oui. Ça, on le voit dans les milieux qui s'occupait de ça? Bon, là, OK, nous autres, à l'étable, un matin, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec du lait qui s'en allait dans le fond, qui s'en allait pas dans le bol tank, mais qui s'en allait dans le fond à l'égout. Bon, qui a programmé le robot, là, puis qui a fait que là, cette vache-là est en retraite de lait, puis qu'elle devrait pas. Son lait, il est bon, il devrait aller dans le bol tank. C'est qui a fait ça? Bon, ben, qui s'est occupé de ça? Fait que c'est la responsabilité de qui? Donc, la confusion des rôles va souvent amener également à avoir beaucoup de conflits. Là, oui, ça, on en voit. Hein? Puis, ton exemple de lait, tu vas passer à côté de la situation, tu vas voir qu'il y a un problème. Ah, c'est pas à moi de gérer ça. Tu vas passer droite. Puis, tu vas quasiment avoir une satisfaction après ça de dire, ah, t'as pas fait ta job comme il faut. Hein? Ouais. Ça, c'est... Puis, on le voit souvent. Puis, encore une fois, là, c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Puis, je me rappelle parce qu'on l'avait vu sur la première page du journal. Ça disait à qui la faute ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Puis là, je me rappelle le matin, je disais, il faut arrêter donc de trouver c'est qui le coupable, puis essayer plutôt de régler le problème. Puis là, mon fils m'avait regardé, puis on avait une bonne discussion là-dessus. Puis c'est vrai, tu sais, à la base, il faut tout de suite trouver c'est qui le coupable. Règle le problème, là. Puis après ça, on essaiera de trouver c'est qui est responsable pour essayer de corriger. Comment que tu auras le coupable tout de suite en partant? Ton problème est encore là. Ouais. Mais ça, on aime ça, hein? Ça, l'humain. Puis ben, c'est parce qu'on va avoir le réflexe naturel de comme faire « Ah, non, c'est pas moi. C'est pas ma faute. » Fait que c'est toujours la faute des autres en premier. Mais là, quand t'es juste quelques-uns impliqués puis que c'est pas de ma faute puis c'est pas de ta faute, mais là, il y a quelqu'un qui a pas pris sa responsabilité à quelque part. Mais c'est ça. Mais c'est humain en même temps d'avoir ce petit réflexe-là, de vouloir venir comme se protéger là, de premier abord. Clairement. L'autre source de conflit, ça va être les objectifs. C'est est-ce que, dans le fond, on a les mêmes objectifs? Est-ce qu'on s'en va comme à la même place? Quand on regarde dans nos entreprises, ben les objectifs, si moi, dans le fond, j'ai comme objectif d'augmenter, exemple, la moyenne de lait que mes vaches vont donner, puis que mon chum, lui, il a comme objectif d'augmenter, d'avoir un meilleur rendement au niveau des champs, ben on n'est pas dans les mêmes objectifs. On ne mettrait pas les mêmes efforts au même endroit. Exactement. Tu vas avoir un mécontentement quand lui ne mettra pas les efforts dans ton projet et vice-versa. Exactement. Fait que c'est comme, OK, on a besoin d'investir, on a besoin de mettre de l'argent on aurait besoin d'une machinerie, mais on voudra aussi agrandir l'étable. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va être quoi? Qu'est-ce qui va l'emporter entre les deux? Là? Fait que ça va être des conflits qui vont quand même être assez importants. Parce que là, on n'est plus juste dans les faits de qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est quoi l'interprétation d'une situation. On est dans quelque chose de plus profond. Puis là, on parle de conflit, puis ça ne sera pas une chicane. Tu ne te chicaneras pas demain matin, mais c'est des conflits qui vont rester. Bien, en fait, là, c'est que j'aime ta question parce qu'on n'a pas défini à la base qu'est-ce que c'était, dans le fond, qu'une situation de conflit. Mais une situation de conflit n'est pas nécessairement quelque chose qui est une chicane. Non. C'est d'avoir une mésentente, c'est d'avoir une divergence d'opinion qui va amener, en fait, à avoir un ajustement. C'est qu'il faut se questionner, il faut discuter pour être capable de trouver, dans le fond, OK, où est-ce qu'on s'en va tous les deux ensemble? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis l'objectif n'est pas non plus, quand on a un conflit, d'arriver avec un consensus. Puis souvent, moi, quand j'aide, dans le fond, mettons, des entreprises à être capables, des entreprises, des fermes laitières que j'accompagne à trouver des situations de problème, pas des situations de problème, mais à résoudre des situations problématiques, souvent, je vais leur dire, tu sais, vous savez, le résultat va être satisfaisant, pas nécessairement en lien avec ça va être quoi la finalité.
mais ça va être le processus qui va faire en sorte qu'on va être plus satisfait. Si toutes les parties sentent qu'ils ont eu l'occasion d'être entendues, qu'on a compris le sens du message qu'ils étaient en train d'exprimer et que tout le monde a été écouté et que c'est un sentiment qui est partagé, à la fin, quand on va arriver, les gens vont avoir un sentiment de satisfaction, même si ça n'avait rien à voir avec le résultat qu'ils souhaitaient à la base. Oui, fait que c'est le processus qui va être important. Ton exemple est super bonne. Dans ton exemple de travail au champ ou de travail du troupeau, les deux aspects sont importants. On ne peut pas dire, OK, d'abord, laisse faire, on ne s'occupera plus des champs, on va tout mettre dans le troupeau ou vice-versa. Fait qu'il y a un travail à faire, puis comme tu dis, il y a un processus à emmener vers ça. C'est pas un ou l'autre. On ne réglera pas ça. Bon, aujourd'hui, on règle ça, là. OK, c'est beau, tu as raison, on va juste travailler à l'étable maintenant. Ça ne marchera pas. Non, c'est ça. Fait que tout conflit, c'est un peu ça aussi. Tu sais, c'est... Faut le voir à la base. Il faut essayer de trouver une solution plus globale. Bien, puis, tu sais, j'en profite pour nommer que c'est un piège aussi parce qu'on va avoir l'impression qu'il faut régler les affaires vite. Vite, puis il faut le régler. Oui, qu'il faut le régler là, puis qu'il faut le régler vite. Mais c'est une mission qui est impossible. C'est une mission où est-ce qu'on a besoin comme de scinder en petites étapes parce que c'est un processus. Parce que là-dedans, on ne pourra pas avoir deux personnes qui vont ressortir avec comme un peu en position de gagnant, si on peut dire. Ouais. Fait qu'à travers l'évolution du règlement de la situation, il va y avoir des processus de deuil qui vont se faire. Fait que c'est comme, OK, là, on va commencer à jaser une première fois de la situation, mais on ne la réglera pas en totalité. On va commencer par parler d'un aspect et après, on ferme le sujet, on va réfléchir chacun de son côté et on reprend dans un autre moment. Puis là, puis tu sais, c'est important d'arriver préparé aussi quand on vient pour avoir une discussion importante. Parce que si j'arrive et que j'improvise, je risque de me faire envahir par mes émotions. Donc, mon cerveau va activer de l'anxiété. Ça va être mon cerveau plus émotionnel qui va prendre la place. Fait que là, je vais perdre, dans le fond, mes argumentaires. Je vais me laisser envahir par l'émotion. Puis là, souvent, c'est une espèce de saccade où est-ce que si moi, je suis plus anxieux, l'autre personne va le ressentir, va être plus anxieux aussi. Si je suis anxieux, je vais être moins à l'écoute. L'autre aussi, on ne se sentira pas écouté. Il va y avoir une dégradation au niveau de la relation pendant qu'on va être en train de se parler. Parce qu'on ne sera pas dans un système d'approche où on va être à l'écoute de l'autre. Si, par contre, avant d'avoir une discussion importante avec quelqu'un, que j'ai préparé mon cerveau rationnel, que je sais c'est quoi les sujets importants dont je veux parler. Je ne me laisserai pas, dans le fond, envahir par l'émotion négative. Quand je vais nommer quelque chose, bien, je vais déjà avoir identifié dans mon cerveau. Donc, je vais être plus capable de rester, dans le fond, centré, de rester attaché avec mon cerveau comme rationnel. Donc, mon cerveau va sécréter moins de stress, moins d'anxiété pendant que je vais présenter la situation. Donc, ça, c'est comme quelque chose qui est comme vraiment important de ne jamais improviser quand on a à régler une situation importante, d'aborder un sujet difficile. Il faut arriver préparé. Fait que je comprends ta question initiale qui demandait s'il fallait régler le problème tout de suite, s'il fallait trouver une solution à tous les problèmes. Puis dans le fond, puis de vouloir le régler rapidement puis de façon définitive, on risque juste d'envenimer le conflit ou d'en créer des nouveaux. Tu sais qu'on entend souvent quelqu'un « Oh, c'est bien, c'est tout le temps toi qui gagne. On sait bien, c'est tout le temps... » C'est sûr que si tu le règles, OK, ça va être comme ça aujourd'hui. Oui, exact. Puis, tu sais, j'aime ta synthèse parce que le fait on n'arrivera pas nécessairement à une solution définitive. Le côté définitif, c'est que quand on arrive à faire un compromis, qu'on arrive avec une entente à la fin, c'est qu'il faut toujours se laisser la porte ouverte on va essayer ça. Ouais. Puis regarde, on va le réévaluer. On va se reparler. Exactement. On va rester en contact. Exactement. On va continuer de faire vivre ça. Fait que ça fait en sorte que les jeunes ne se sentent pas totalement coincés de faire comme, bon, ben on sait bien, hein, c'est encore lui qui a raison, puis que c'est comme, non, on l'essaye. Si ça ne fonctionne pas, on en reparle, puis on essaiera autre chose. Fait que de ne pas avoir justement cette notion-là de, OK, c'est définitif, puis parce que c'est ça, puis après ça, on n'en reparle plus jamais. Ouais. C'est un piège au niveau de la communication. L'autre source qui me restait, dans le fond, à te nommer, une des importantes sources de conflits, puis celle qui va amener, dans le fond, les conflits, souvent les plus importants, ça va être les conflits de valeurs.
Fait que c'est que quand, dans le fond, on n'a pas la même valeur, si je suis 2 actionnaires dans une entreprise et qu'il y en a un, dans le fond, qui veut être un producteur biologique et l'autre qui veut être conventionnel, on est dans des valeurs qui sont, dans le fond, que je peux pas faire de compromis. Je peux pas faire comme, on va semi-biologique. Ouais, c'est ça. On va être 6 mois de l'année biologique, puis l'autre 6 mois, on va être conventionnel. C'est comme, ça marche pas, c'est impossible. Fait que, tu sais, si c'est comme dans un couple. Si dans un couple, il y en a un qui veut un enfant, puis l'autre qui en veut 4, OK, c'est quoi le compromis? On va en avoir 3, 2,5, tu sais, ça... On va en emprunter un 6 mois par année. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, les conflits de valeurs vont souvent être les conflits qui vont être les plus animés parce que ça fait référence à nos motivations internes. C'est souvent ceux-là qui créent le plus d'impact parce que renoncer à ces valeurs, c'est pas... Tu sais, en partie, comme ton exemple de biologique. Tu sais, si toi, tu as toujours rêvé d'avoir une ferme biologique, tu réussis à te trouver un associé, tu arrives enfin à avoir ton rêve d'avoir une ferme. Là, oh non, lui, il veut rien savoir du biologique. Qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm. C'est un deuil qui débute là. Mm-hmm. Exactement. Fait que c'est pour ça que les conflits de valeurs sont quelque chose qui est vraiment comme profond, puis ça va être les genres de conflits qui vont demander beaucoup de discussions et beaucoup d'échanges pour en arriver avec une solution. C'est de là, quand tu reviens à ta comparaison, quand tu disais au début de faire le système de pointage, c'est de là de voir ton ratio de 1, là, bon, ben, gars, tu sais, peut-être qu'à la limite, bon, ben, gars, excuse, mais je suis pas l'associé que tu as besoin ou tu n'es pas l'associé que j'ai besoin, puis c'est un gros morceau, tu sais. Mon rêve, c'est d'avoir une ferme, j'en ai enfin une, c'est peut-être la seule chance que je vais en avoir une, mais j'arrive pas à m'accomplir parce que c'est pas ce que je veux vraiment. T'es mieux de prendre la décision qui est peut-être cruelle, dure, mais que tu traîneras pas toute ta vie dans un mode passif à dire, ben, au moins j'ai une ferme, Oui, bien exactement. Hein? Puis c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir ces discussions-là. Puis en entrepreneuriat, on change aussi. Oui. C'est que on n'est pas nécessairement la même personne quand on commence à être un producteur à 20 ans, puis quand on est rendu à 40, puis à 50, puis à 60 ans. Fait que puis il va y avoir aussi, nos valeurs vont être influencées par les courants sociaux, vont être influencées par les valeurs de notre génération. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réajustements, puis que ça va être aussi difficile de faire des transitions. Tu sais, quand on a, dans le fond, des parents qui vont transférer, par exemple, leur entreprise à leur enfant, là, il va y avoir un conflit de valeurs. C'est comme, bon, ben, exemple, juste la valeur au niveau des vacances. On a parlé des vacances la semaine passée. Ben, le jeune va avoir une qualité de vie, il voudra avoir des périodes de repos, tandis que les parents sont comme, non, là, il y a de l'ouvrage, puis là, c'est pas le temps d'aller au chalet, puis d'aller faire, dans le fond, des petites vacances. Fait que, on est déjà dans un conflit de valeurs. Comment on fait, là, avec le choc des générations pour être capable, dans le fond, d'ajuster tout ça, là? Clairement. Fait que les conflits de valeurs sont quelque chose qui sont comme vraiment importants. Ouais. Oui, on les voit. Hein? Exactement. Puis, tu sais, on pourrait continuer d'en jaser longtemps, mais ce sera intéressant de poursuivre une discussion dans ce genre-là sur, ben, comment on fait pour, à ce moment-là, augmenter une relation. Parce que là, tu sais, je t'ai parlé de l'équation que plus le sujet est difficile, plus on doit avoir une relation qui est comme solide. Mais quand on est en relation avec quelqu'un et que on tient à cette relation-là, mais c'est que le moment présent fait en sorte que ce n'est pas le bon moment pour aborder ce sujet-là. Comment je vais faire pour être capable de faire augmenter la relation pour éventuellement être capable de réaborder mon sujet difficile? Parce que si puis que l'autre personne soit, tu sais, qu'elle ait autant le goût que toi d'en parler, là. Oui. Puis qu'elle accepte de dire, OK, gars, on arrête pour aujourd'hui, on va en reparler demain, puis oui, c'est important, j'y tiens aussi. Oui, exact. Parce que quand c'est des relations où est-ce que j'ai un lien d'attachement avec l'autre personne, ou est-ce que c'est mon conjoint, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon père, c'est un ami de longue date, que j'ai une relation qui tient, qui est là depuis longtemps, mais que là, c'est parce qu'il s'est passé des choses dans le moment présent qui ont détérioré la relation. Comment je vais faire pour être capable de réaugmenter cette relation-là, pour être capable de pouvoir aborder ce sujet difficile-là? Parce que je ne pourrais pas toujours utiliser les instances décisionnelles. Oui, je pourrais, tu sais, je suis en couple, je peux décider de me séparer, puis tu sais, d'aller en médiation pour régler les affaires, tout ça, mais il y a d'autres possibilités. Avant d'en arriver là, comment je peux faire pour être capable d'augmenter ma relation? Il y a d'autres stratégies là, qu'on peut utiliser là, qui pourront peut-être être une suite là, dans un prochain balado là, qu'on pourra en discuter. Ben, je pense que oui, puis je suis content. On a réussi à aborder un sujet aussi sensible sans se chicaner. Faut dire qu'on n'est pas voisins de clôture tous les deux, donc
J'aurais fait mon 7 arpents. C'est bon. Fait que je comprends qu'on a une discussion à poursuivre bientôt. Mm-hmm. C'est bon, moi je suis prêt. Exact. Excellent. Super. Merci beaucoup encore. On reprend cette discussion-là. À bientôt. Ça me fait grandement plaisir. Salut Mélissa. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.